Bonjour à tous, nous allons vous parler dans ce podcast de l'affaire qui fait parler toute la gauche et même une partie de la droite d'Internet, l'affaire Danny Caligula, ou plutôt la suite d'une publication qui a été réalisée par Mediapart dans un article à charge expliquant à la fois une relation tortueuse qu'il a pu avoir par le passé et un petit peu des coulisses de ce qui se passe au sein de la Zawa Prod, la boîte de production qu'il a fondée avec son comparse Raz, puisqu'ils animaient tous les deux ensemble une chaîne YouTube qui s'appelle Danny et Raz et qui a été rebaptisée il y a quelques jours la Zawa Prod. Je suis en compagnie de Radu Stoenescu pour cette mission. Ça va, Radu ? Oui, bonsoir Moss. Alors je tiens à rassurer ceux qui nous écoutent tout de suite avant que tu ne continues que cela ne sera pas une plongée dans les fanges d'Internet, mais uniquement un point d'appui pour vous parler d'idées très intéressantes, notamment bien sûr de la publication très prochaine de Roger Scruton. Donc nous ne faisons pas du React à des React, c'est uniquement un point d'appui pour vous parler des choses beaucoup plus élevées. Eh bien très bien, et je pense d'ailleurs qu'en fait on va utiliser les éléments qui nous paraissent les plus pertinents dans cette affaire, mais c'est une affaire à tiroirs, il y a beaucoup de tiroirs, il y a des tiroirs qui sont cachés dans les tiroirs, et donc on ne va pas forcément parler de tout. On va aussi délibérément ne pas parler de la question de pourquoi cette affaire sort maintenant et plutôt qu'à un autre moment. Vous savez qu'il est de bon ton dans l'univers médiatique que les personnes qui veulent faire connaître une idée payent pour la faire connaître, et que les personnes qui veulent du silence payent pour avoir ce silence. On peut toujours se demander pourquoi une affaire sort 10 ans plus tard, comme c'est le cas ici. Est-ce que c'est pour dégager Danny, Raz, des personnalités de gauche en particulier? Bref, on ne sait pas trop. On va pas s'intéresser à ça. Mais ça ne nous intéresse pas vraiment. Ouais, c'est ça. On va juste s'appuyer sur l'affaire et avec les dimensions qui pourraient éventuellement nous permettre de mieux comprendre pourquoi on a besoin d'avoir une réflexion morale sur la sexualité. Et c'est un petit peu ce que propose Roger Scruton dans Sexual Desire, a Philosophical Investigation, que nous avons traduit pour vous sous le titre Désir sexuel, une enquête philosophique. Enfin, quand je dis nous avons traduit, c'est Radu qui a fait le plus gros de la traduction. Et moi, je n'ai fait que, oui. que mettre en fait, la main à la pâte. je suis plongé dedans, on va dire, jusqu'au cou. Je suis en train de la terminer, cette traduction. Et en effet, alors, elle a paru sous deux titres, justement, Sexual Desire, a Philosophical Investigation, donc le désir sexuel, une enquête philosophique. Et Scruton affectionnait aussi un autre titre qui était le désir sexuel, une philosophie morale de l'érotique ou de l'érotisme. Et c'est parfaitement assumé que l'on doit avoir une réflexion morale, donc qui implique la responsabilité, la culpabilité, l'individualité, la personnalité par rapport aux choses de la chair. En fait, ce texte est véritablement en quelque sorte une réponse au Jouir sans entrave 68 arts. Donc, et le Jouir sans entrave 68 arts, c'est un petit peu ce que pousse une partie de l'extrême gauche, Danny et Raz en tête, puisque alors donc je vais essayer de débaucher à grands traits ce qui s'est passé dans l'affaire en question, ce qui nous réunit et ce qui nous donne un super prétexte pour discuter un petit peu de philosophie. Donc Danny, vous le connaissez peut-être parce que il est un streamer de gauche relativement présent, notamment sur Twitch, mais au début de sa chaîne YouTube, il y a une dizaine d'années de cela, il a eu un certain nombre d'aventures, notamment avec des femmes, ce qui peut paraître un petit peu surprenant parce qu'aujourd'hui il est plutôt revendiqué comme étant homosexuel, et notamment l'article de Mediapart dénonce ce qu'on appellerait une relation toxique en langage de gauche, mais probablement plutôt un comportement peu élégant et qui en fait par certains aspects flirte même avec le viol. Je crois que ce terme n'est pas vraiment trop fort. Alors en tout cas il y a une certaine accusation de ce type-là. On va rester factuel. Restons factuels. Il y a une dizaine d'années, il aurait contraint, d'un point de vue moral, pas physique, une de ses ex à avoir des relations intimes avec lui sous la menace donc du suicide de son propre. C'est ça, en fait. Pour dire très très vite, il l'aurait menacé donc de se couper les veines si elle n'accomplissait pas l'acte de chair avec lui. Et la pauvre fille s'est soumise à cela et en réfléchissant à ce qui s'est passé, elle s'est rendue compte que c'était quand même une certaine type de violence psychologique et que elle s'en est ouvert auprès de Mediapart qui
connaissant, je veux dire, l'engouement de Mediapart pour ce type d'histoire, s'est précipité et a fait toute une enquête. Apparemment, il n'y a pas que cette jeune femme, il y en a plein d'autres qui ont dénoncé ensuite toute une gamme de comportements inappropriés de Dany Caligula, d'après son nom d'ailleurs internet. Donc voilà, factuellement, c'est ça ce qui s'est passé. Et l'article de Mediapart est une sorte de pot pourri. Enfin, c'est un truc qui m'a toujours un petit peu dérangé avec ces articles de la presse de gauche quand il s'agit de dénoncer des comportements, etc. C'est qu'ils amalgament ensemble des choses qui sont factuellement, enfin là en l'occurrence, une sexualité sous la menace d'un chantage au suicide. C'est quelque chose qui est très factuel et qui se suffit à lui-même en fait en tant que comportement qui. Et Dany a reconnu d'ailleurs. Et Dany l'a reconnu. Tolérable. Voilà, c'est ça. Et Dany le reconnaît. Et à côté de ça, il y a des choses qui sont un peu plus, on va dire, qui sont censées. Alors je présume que pour des gens de gauche, ça participerait d'une sorte de meilleure compréhension des motivations du personnage. En tout cas, il y a des insultes homophobes, transphobes, sexistes, etc. Qui sont mises quasiment sur le même plan. Et ça, j'avoue que j'ai toujours trouvé ça bizarre de mettre sur le même plan quelque chose qui relève de l'insulte dans un milieu privé, parce que là, en l'occurrence, c'est sur une messagerie privée, et un comportement qui en fait est vraiment grave, quoi. Bon, cela mis à part, ce qui va nous intéresser, nous, c'est surtout cette dimension du comportement dans la relation à autrui, ou plutôt dans ce cas-là, à quelqu'un dont on nie le fait qu'il est autrui, en fait. Oui. Je ne sais pas comment tu veux l'aborder. Oui. En fait, on va circonscrire, je pense, cette affaire uniquement à ce que Dany a reconnu et ce que cette jeune femme a dénoncé pour qu'on ne se perde pas dans des détails inutiles, parce que c'est ça qui nous a semblé absolument pertinent pour être éclairé par Scruton. Et c'est seulement une occasion, en fait, pour vous expliquer l'importance et véritablement la profondeur de l'éclairage de Scruton et pourquoi ce livre Sexual Desire. Écoutez, on a considéré qu'il était important de le traduire en français, pourquoi on considère qu'il est important qu'il paraisse et qu'il soit connu. Ça va faire bientôt 40 ans qu'il est sorti. En fait, il a publié en 1986, alors qu'il était en même temps en train d'animer des réseaux clandestins de résistance en République tchèque, en Pologne, en Hongrie. Donc, c'est véritablement un livre qui est sorti alors qu'il était sur le front, Roger Scruton. Et 40 ans plus tard, c'est toujours un livre important. C'est un livre auquel il revient souvent. Il revient dans l'autre livre que nous faisons avec lui, c'est-à-dire Le visage de Dieu. Il y a beaucoup de passages où Roger Scruton rappelle ses analyses, enfin renvoie vers ses analyses du Sexual Desire. Donc c'est pour ça que nous avons fait ce diptyque. Il y a une unité, d'accord. Peut-être que certains n'ont pas compris pourquoi on faisait ces deux livres-là ensemble. Et donc, cette anecdote sordide et ce fait divers malheureux, peut-être ce crime, ce délit en tout cas sexuel, est juste un point d'appui pour que nous déroulions les idées que Scruton a mises en avant et qui sont un garde-fou, justement, parce que c'est ça l'intérêt. Il y a un intérêt pharmaceutique, je pourrais dire, il y a un intérêt prophylactique à lire ce livre, notamment pour retrouver un sens correct des relations sexuelles interhumaines, et aussi un livre à mettre entre toutes les mains des jeunes gens égarés qui ne savent plus comment vivre leur sexualité, en fait. C'est ça, en fait. Et c'est un livre exceptionnel parce que c'est rare. Oui, enfin d'ailleurs, c'est ce que Scruton fait remarquer dès le début. C'est rare que les philosophes, donc, qui sont censés quelque part se réfugier dans des tours d'ivoire, et ils ont souvent une réputation, pour le dire vulgairement, en tout cas, de mal baiser. En tout cas, les philosophes ont une réputation de nerds boutonneux ou binoclars, en tout cas qui sont souvent en quelque sorte les derniers de la classe et rejetés par la gente féminine, et qui se réfugient dans des élucubrations plus ou moins fantasques pour compenser un rejet social certain. Voilà, il y a ce cliché-là qui traîne. Donc les philosophes sont pas forcément connus pour avoir exploré le désir, justement, d'une façon vivante, humaine et intéressante. Il y a des clichés qui traînent avec Schopenhauer. Il y a des choses. Bon, on ressort du Nietzsche qui, le pauvre, était véritablement le boutonneux accablé de strabisme, qui n'avait pas vraiment beaucoup de succès avec les femmes. Donc, mais pourtant, voilà, les philosophes ne sont pas connus pour s'être penchés sur cette question. Et Scruton a en quelque sorte relevé le gant et s'est dit, mais bon,
je vais sérieusement traiter de cette question-là, philosophiquement, humainement, profondément, enfin, sans essayer de réduire ce qui se passe dans l'amour romantique, sans essayer de le réduire, comme le fait Schopenhauer, par exemple, à une manifestation du vouloir vivre qui manipulerait les individus à leur insu, sans réduire le sexe à une illusion. Enfin, vraiment, en essayant de maintenir la spécificité même du désir et de l'amour, sans vouloir le rabattre, ni le condamner, ni le détruire, ni le salir, ce qui est une tâche extrêmement délicate, en fait. C'est extrêmement délicat de parler d'amour concret, d'étreinte amoureuse, sans être salace, sans être obscène, ou sans être platonique, sans être totalement éthéré. Donc voilà pour le propos de Scruton, et nous allons vous en parler plus en détail après avoir exposé un peu plus donc le cas Caligula, le cas d'Annie Raz. Donc, Danny Caligula, peut-être on l'a pas précisé, mais c'est ça aussi qui est un petit peu croustillant dans notre cas, c'est que c'est quand même quelqu'un qui a fait des études de philosophie. Donc là, on vous a dit que le philosophe moyen avait plutôt une réputation de, on va dire, solitude, un petit peu enfermé dans une tour d'ivoire, très loin des relations amoureuses et tout ça. Là, on peut pas dire que Danny Caligula soit très loin des relations amoureuses. Ça coïncide avec l'époque, je crois, où il était toujours en études de philosophie d'ailleurs, mais visiblement il a raté quand même une partie de la philosophie, il n'a pas compris certains trucs, et donc moi j'ai presque envie d'appeler ça, enfin tu me valideras le titre du podcast si tu veux, mais j'ai presque envie de dire qu'on fait un cours de philosophie à Danny Caligula qui est censé être un grand philosophe. Bon, blague mise à part, donc en fait nous quelque part dans cette réflexion là, le point de départ c'est quoi? C'est que pour nous Danny Caligula c'est un petit peu l'exemple parfait tristement parfait de ce qu'une jeunesse qui a perdu complètement toutes sortes de repères, de boussoles, etc., peut finir par faire, presque en dépit du bon sens, juste parce qu'elle est perdue, en fait. Et ce côté perdu, malgré des bons sentiments qui sont affichés, peut-être même qui sont sincèrement pensés, hein, c'est possible qu'il ait des idées sincèrement en faveur de plus d'autonomie pour les femmes, etc. Malheureusement, il semble que, en tout cas, dans la pratique, ce ne soit pas ce qu'il met en place dans ses relations. En fait, ce n'est pas parce qu'il a des idées sur le monde politique qu'il sait les mettre en application, ou en tout cas qu'il sait avoir des relations romantiques qui sont saines. Et donc c'est ça qui nous intéresse, en fait, c'est de comprendre pourquoi la boussole est cassée, à quoi devrait ressembler cette boussole, et peut-être de proposer là-dessus un petit peu des lumières de Roger Scruton. Oui, en effet, il faut l'assumer jusqu'au bout, et Roger Scruton l'assume parfaitement, il existe et il faut avoir une boussole morale dans la sexualité, en fait. Et c'est de cela que nous voulons parler, et c'est ce manque de boussole morale qui a amené ce pauvre garçon dans la situation où il se trouve aujourd'hui. Mais vraisemblablement, en tout cas, il ne semblerait pas qu'il s'interroge sur ce manque de boussole morale. Donc on va le faire pour lui, pour le bénéfice de tous ceux qui seraient au courant de cette histoire, ou alors tout simplement qui voudraient comprendre un petit peu mieux comment naviguer au milieu de cet océan de problèmes causés par les désirs entre les hommes et les femmes. Et c'est là où, pour qu'il y ait une boussole, donc il y a un critère. Et ce critère, je trouve que Scruton l'énonce assez bien. Le critère, c'est le critère d'un désir humain véritablement, non pas respectueux, mais authentique et bon. C'est un désir qui est dirigé toujours vers la personnalité de l'autre, et donc personnalité qui est incarnée justement. Alors c'est pour cela qu'il y aura une étreinte amoureuse, c'est pour cela que cela va s'accomplir dans un acte sexuel, c'est pour ça qu'on parle bien de désir sexuel, mais ce désir vise avant tout, ou en tout cas devrait viser avant tout, l'autre tout court. C'est-à-dire, pour le dire normalement, on aime une femme, on aime Laure, on aime Anne, on aime, je sais pas, Mathilde. C'est cette personne en particulier qu'on aime, qui, bien sûr, a un corps particulier, etc. Mais le désir est mu par la personne qui, bien sûr, a aussi un corps particulier. Et la perversion, donc là où l'on dévie, là où on sort du droit chemin, on dirait Scruton, c'est à partir du moment où on ne prend pas en compte la personne de l'autre, et on s'intéresse uniquement, justement, à son corps en dehors de la personne. C'est-à-dire, tout simplement, donc le cas extrême que donne Scruton, vous l'aurez compris, c'est le viol, le cas extrême, c'est la nécrophilie, en fait. Le cas extrême qu'envisage Scruton dans son livre de la perversion, le cas extrême où le désir a totalement dévié
d'une cible personnelle, c'est le désir de forniquer avec des cadavres. Donc ça, c'est le cas extrême. Mais par rapport à ce cas extrême, il y a tout un éventail de comportements qui, bien sûr, s'en éloignent ou qui s'en rapprochent. Ça peut être le fétichisme, ça peut être le viol, ça peut être tout simplement ça peut être la dépersonnalisation, ça peut être la prostitution. Enfin, parce que c'est aussi à l'envers. Une femme qui, justement, fait commerce de son corps sans prendre en compte une union avec une personne masculine de sexe opposé, elle est aussi en train de faire, justement, de couper l'acte d'union de toute rencontre humaine, en fait. C'est ça, en fait, aussi une perversion du côté féminin, on pourrait dire, d'utiliser son corps d'une façon détachée et d'une façon marchande, en fait. Bon, donc, et c'est pourquoi, voilà, en revenant à Danny Caligula, c'est comme ça qu'on s'est dit, mais tiens, ce qui lui est arrivé, ce que ce garçon a fait de son propre aveu, en fait, eh bien, ça rentre parfaitement dans la définition de ce que Scruton désigne par une perversion, en fait. Donc, rappelons que ce qu'il a Alors, fait, expliquez peut-être en quoi ça relève de la perversion et pourquoi et à quel moment ça a mal tourné, parce que il y a tellement de trucs qui vont pas. Moi, l'histoire du chantage au suicide me suffit en tant que tel comme étant quelque chose de problématique, mais bon. Voilà, elle est problématique, mais là où je veux accompagner nos auditeurs, c'est dans le détail, dans le déploiement de ce qui est problématique dans cette affaire. Donc, on va juste zoomer sur ce fait-là précis, le reste, on va ignorer. Mais ce que Danny a avoué et dont on l'a accusé, voilà, c'est ce dont cette jeune femme l'accuse 10 ans plus tard, c'est qu'en fait, voilà, il était en détresse, il voulait coucher avec elle, il l'a fait venir chez lui en lui disant qu'il était à l'article de la mort, qu'il allait se foutre en l'air et donc elle a accepté donc de le laisser se servir de son corps, en fait. C'est ce qu'elle a dit elle-même, elle a acquiescé de le laisser se servir de son corps. Et le lendemain, elle a prétexté un autre truc parce qu'il voulait revenir à la charge et elle aurait simplement accepté de le soulager mécaniquement en effectuant certains mouvements de va-et-vient sur un membre protubérant. Donc, que cela est joliment dit. Donc, restons poétiques. Mais bon, alors le chantage au suicide, bon, là j'aimerais dézoomer maintenant parce que le chantage au suicide, alors ça, pour le coup, petit moment de confession, je l'ai connu moi-même, c'est-à-dire j'ai déjà connu une relation où quelqu'un m'a fait du chantage au suicide, donc j'ai connu ça directement, et je peux en témoigner, je peux dire les effets que cela fait, parce qu'en fait, bon, le suicide, commençons par le suicide, parce que c'est un chantage au suicide. Le suicide, déjà, on oublie toujours que le suicide, c'est comme un meurtre, d'accord? Le suicide, c'est vous tuez quelqu'un, bon, ce quelqu'un, c'est vous-même, d'accord? Mais quand même, ça veut dire que c'est quand même un meurtre, ou pire qu'un meurtre, c'est un assassinat, parce qu'un suicide, généralement, vous l'avez planifié, donc vous planifiez d'assassiner quelqu'un. C'est pas par négligence, généralement, qu'on se suicide. Donc c'est plus qu'un meurtre, c'est véritablement un assassinat. C'est pour ça que d'ailleurs le suicide était puni comme tel, en quelque sorte, si les tentatives de suicide étaient punies comme des tentatives de meurtre, dans des lois jusqu'en dans les années 1960. Et d'ailleurs, je renvoie nos auditeurs à un film peut-être qu'ils ont vu, The Apartment, peut-être que c'est La Garçonnière, c'est un film qui a eu les Oscars en 1960 avec Jack Lemmon, de Billy Wilder. C'est très une comédie très très connue où cet élément joue un rôle important. Donc le suicide, tout d'abord, c'est un meurtre. Okay, c'est un meurtre. Mais quelqu'un qui vous, et d'ailleurs je rappelle que pour ceux qui nous ont suivis dans notre aventure depuis le début, ceux qui ont lu Orthodoxie de Chesterton fait tout un laïus, tout un passage sur le suicide que je tiens à rappeler ici, où il dit que vraiment le suicide, c'est la pire des choses, en fait, d'un point de vue chrétien, d'un point de vue moral, même sans utiliser le mot chrétien, mais en fait, quelqu'un qui se suicide tue le monde entier, en fait, en quelque sorte. Pour lui, c'est ça c'est le pire crime, en fait, le suicide. Et c'est pas la peine de déployer plus, mais en tout cas, voilà, c'est un meurtre, un suicide. Mais en fait, quand vous êtes devant quelqu'un qui vous menace de se suicider, là, vous êtes pris dans il y a un autre problème qui s'apparaît, parce que en fait, c'est comme si vous êtes devant quelqu'un qui a pris en otage votre meilleur ami, parce que vous vous êtes attaché à cette personne, vous voulez pas qu'elle meure, d'accord? Donc, en fait, mais sauf que cette personne, elle est prise en otage par elle-même. Donc là, il y a un problème, parce que en fait, vous êtes ça déclenche un sentiment double. D'une part, bien sûr, vous êtes attaché à votre ami, vous ne voulez pas qu'il meure, donc et d'autre part, bien sûr, normalement,
vous avez un sentiment de haine envers le preneur d'otage, puisque il y en a un qui veut faire du mal à l'autre. D'accord. Donc si vous déployez ce qui se passe, en fait, il y a en quelque sorte 3 personnes. Il y a le preneur d'otage, il y a la victime et il y a vous. Sauf que le preneur d'otage et la victime, c'est le même. Et ça détraque un peu l'esprit. Ça vous crée une sorte de paralysie. C'est ce qu'on appelle un peu en psychologie une injonction contradictoire, parce qu'en fait, à la fois vous avez de la pitié et à la fois vous avez de la haine, parce qu'en fait, vous dites, la personne vous met dans une situation impossible, parce que vous ne savez pas quelle est la bonne réaction, ou bien je réponds par la haine en disant, vas-y, allez, dégage, lui fou, vas-y, mets-toi la corde au cou parce que tu m'énerves tellement, ou bien, au contraire, on cède et on se dit, ah non, mais si jamais l'otage il meurt, je vais l'avoir sur la conscience éternellement. Et d'ailleurs, n'excluez vraiment pas, si vous avez été victime de ça, si vous êtes victime de ça, les gens qui font ça, ils le font exprès parce qu'ils savent que c'est une façon de vous faire culpabiliser éternellement. Et je rappelle, pour ceux qui ne seraient pas au courant, que tenter de culpabiliser des gens inutiles, d'une façon totalement gratuite comme ça, c'est un abus, d'accord ? C'est une agression. C'est une agression qui est d'autant plus perverse, qu'elle n'est pas vraiment physique, justement, elle est morale. C'est pas quelqu'un qui vous frappe, qui vous donne un coup de poing, ok, c'est facile de voir que c'est un connard qui vous agresse. Quelqu'un qui vous culpabilise d'une façon tortueuse comme ça, c'est plus facile d'identifier que c'est aussi en fait un abus. Donc c'est retors, quoi. Donc un chantage au suicide, c'est véritablement un truc retors à plusieurs degrés en fait. Et c'est paralysant pour l'esprit et on est paniqué. D'ailleurs, on ne sait pas parce qu'en plus voilà, on a, je veux dire, en quelque sorte, quand vous êtes devant un preneur d'otage, encore une fois, si vous êtes devant un preneur d'otage, vous pouvez dire ok, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose. Je vais pouvoir peut-être descendre le preneur d'otage et sauver l'ami auquel je tiens. Mais en fait, comme c'est la même personne, vous pouvez rien faire. Et on a cette impression que celui à qui vous tenez est totalement dans la main de l'ennemi, en fait. Et donc, il y a vraiment tout un ensemble donc c'est tout un ensemble de sentiments contradictoires que celui qui opère ce chantage déclenche en vous. Et ça, c'est un abus. Okay, donc, un chantage de suite est un abus. Si jamais vous êtes dans ce genre de situation, appelez la police ou le SAMU, dites que mon ami va se foutre, et que la police aille toquer à sa porte, et vous allez voir si c'est vraiment du flan ou si le gars mais n'entrez pas dans le jeu en fait de vouloir sauver les personnes qui vous font ça en fait, parce que c'est souvent du bluff. D'accord, c'est souvent juste une technique de manipulation. D'accord, c'est souvent pour obtenir de vous quelque chose, et c'est ce que voilà notre Dani Caligula a obtenu de cette malheureuse, je crois Marion, je crois. Alors je sais pas si c'est le vrai prénom, peut-être qu'ils ont changé le prénom. Oui, non, c'est très éclairant. Et alors peut-être on peut revenir aussi dans la vision de Scrudon. Alors je veux pas anticiper, donc si jamais tu trouves que je vais trop vite, n'hésite pas à ralentir la cadence. Mais en fait, précisément, il tue aussi pour cette Marion, on va l'appeler comme ça pour la suite du podcast, puisque je crois que c'est son nom dans l'article. Il tue pour elle le visage qu'il a, en fait. Il y a ça aussi qui est dans cette histoire, c'est que elle, a priori, j'ai aucune raison de soupçonner que ce soit quelqu'un qui souffre d'une perversion, d'un problème psychologique grave ou quoi que ce soit. Elle l'aime pour son visage, en fait. Elle l'aime en tant que personne. Et donc, en fait, c'est particulièrement douloureux d'envisager qu'il meure. Et c'est là où on commence à rentrer un petit peu dans cette espèce de dimension perverse de l'opération, c'est que ce n'est pas la même chose pour lui, en fait. Il y a une asymétrie de ce point de vue-là. C'est-à-dire que lui, quand il fait son chantage au suicide, en fait, soit il est complètement sérieux et il se déteste complètement, ce qui me paraît assez peu probable, pour être honnête, soit, en fait, il méprise suffisamment son visage pour accepter de jouer un rôle j'ai envie de me suicider, etc., pour obtenir quelque chose. Et en fait, en réalité, ça revient à dire que c'est une forme d'échange de mauvais procédés, en l'occurrence, mais bref, c'est un échange entre la sexualité qu'elle peut lui apporter et lui, en fait, ne le vit pas comme un rapport de personne à personne. Et il le vit que comme un rapport de force, en fait. Oui, lui ne vit qu'un rapport de force, et même, et puis lui, en fait, il s'est scindé, d'accord, à partir du moment où il fait ce chantage ensuite, comme je dis, il s'est scindé, il y a le preneur d'otage et il y a l'ami, et il s'est scindé, et donc il n'y a pas de visage, justement. Mais je dirais, alors, 2 remarques, je dirais qu'il est à la fois une micromanie et une mégalomanie.
en fait, quand il y a ce dédoublement, bien sûr qu'il y a d'une part, il peut avoir sincèrement un sentiment de nullité absolue. Je crois que Danny dit quelque chose, oui, donc si tu veux pas coucher avec moi, c'est que je suis pas beau, et si je suis pas beau, je n'ai qu'à me foutre en l'air. Enfin, il dit quelque chose de ce style-là, il fait sorte de raisonnement, voilà, voilà, on en revient au visage, je ne suis pas beau, je ne suis pas désirable, donc je n'ai qu'à disparaître puisque je ne suis pas visible, mon visage ne peut pas être reconnu. Sauf que, bon, bien sûr qu'il y aurait d'autres alternatives, et peut-être qu'il appellerait ça des alternatives masculinistes. Bah, t'as qu'à te faire un beau visage, mon cher. T'as qu'à travailler pour inspirer le désir de cette femme ou d'autres femmes, en fait, et c'est tout. C'est ça, c'est l'option, enfin, l'option qui n'a pas été envisagée il y a 10 ans, et je ne sais pas ce qu'il envisagerait aujourd'hui. Mais en fait, on a tous été malheureux en amour, je pense. Enfin, en tout cas, je pense que si on n'a pas eu 17 ans ou 20 ans et si on n'a pas été malheureux en amour, on a un peu raté sa jeunesse. Donc il faut en passer par là. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est malheureux en amour ? Bah, on est malheureux en amour, on se dit, je suis pas encore assez désirable, je ne déclenche pas l'intérêt assez de la personne qui m'intéresse moi. Eh ben, je vais faire quelque chose. C'est tout. C'est ça la réaction saine. Et normalement, tous les gars qui se sont relevés et qui ont traversé, qui ont eu le cœur brisé, quand on se relève, oui, on se dit, je vais essayer d'être plus désirable, c'est tout. Je vais essayer d'être plus intéressant, je vais être plus intelligent, oui, pourquoi pas plus riche. La richesse étant un signe qu'on a peut-être été talentueux et qu'on a réussi à gagner un petit peu sa place dans la société. Mais en tout cas, il exclut totalement qu'il pourrait déclencher le désir authentique de cette Marion par des moyens honnêtes, en fait. Les moyens honnêtes étant, oui, soit désirable, en fait. Parce que il semblerait, en tout cas, je sais pas, je ne plonge pas souvent dans cette fange internet pour écouter Danny Raz, mais il semblerait qu'ils aient une dent contre tout le masculinisme et tous ces trucs-là. Bon, alors, il y a beaucoup à prendre et à laisser dans toute cette sphère-là, mais en tout cas, il y a quand même une thématique intéressante là-dedans, c'est le message adressé aux jeunes hommes tels que, par des gens comme Peterson, à des gens comme Danny Raz, tout simplement, oui, grandissez, devenez plus intéressant, vous êtes malheureux en amour, écoutez, ça va passer, mais ça veut dire que vous n'avez pas encore assez de valeur, vous n'avez pas un visage assez intéressant. Écoutez, travaillez sur vous pour avoir un visage assez intéressant. Et puis, pas pour plaire à tout le monde, parce que ça, sûrement, c'est une façon de se lancer dans une quête éperdue et narcissique, absolument, vouée à l'échec. Mais pour plaire à quelqu'un ou à quelques-uns, quelques-unes, en tout cas, voilà, être un peu plus intéressant et trouver un partenaire, une partenaire dans la vie qui vous apprécie pour votre visage, justement. Est-ce que tu veux qu'on explique peut-être un peu plus le mode de raisonnement qu'a Scruton et la manière dont il essaie de construire en fait, il se lance dans une espèce de tentative de construction d'un cadre moral pour tout ce qui est les relations en fait, de désir et de sexualité, mais d'un point de vue philosophique, et un point de vue qui finit par coïncider avec le point de vue chrétien, mais sans être un dérivé du point de vue chrétien, en fait. Et ça m'a semblé un aspect intéressant de son œuvre, parce que je crois que c'est peut-être en fait un des rares gars qui, quand il se met à écrire sur ce sujet-là, dit voilà, moi mon but c'est de faire une morale sexuelle, ce qui n'est pas exactement habituel, parce que en général, et vous avez peut-être déjà fait attention à ça, mais en général, les gens se défendent de faire de la morale sexuelle, et c'est quelque chose il y a une sorte de... Même dans les réactions qu'il y a pu avoir chez les gens de gauche par rapport à cette affaire, il y a eu beaucoup de relativisme en fait là-dessus, et de gens qui disaient oui voilà, mais chacun fait comme il veut, après tout ça nous regarde pas, c'est dans l'intimité. Et en fait le simple fait de dire qu'il y avait besoin d'avoir une sorte de morale en matière de sexualité était déjà quelque chose qui était de l'ordre du débat en fait à gauche. Et voilà, je sais pas, est-ce que ça t'inspire Oui, bien sûr que ça m'inspire. Alors il y a plein de choses à dire. Tout d'abord, en partant d'un malentendu. Bon, beaucoup de gens, quand ils entendent parler de morale sexuelle ou de morale chrétienne, une promotion de la chasteté, la virginité la chasteté avant le mariage, même plus que ça, un opprobre concernant le plaisir sexuel lui-même. Enfin, on peut avoir des tas de choses en tête quand on entend morale sexuelle. Ça, c'est souvent ce qu'on entend par là. Les gens entendent une morale antisexuelle. C'est plutôt entendre que c'est moral d'être antisexuel. En fait, c'est plutôt ça qui, à mon avis,
les gens traduisent l'expression morale et sexuelle de cette façon-là, c'est-à-dire tout simplement, on va dire, rejet du corporel et refuge justement dans des tours d'ivoire plus ou moins éthérées, etc. Donc je pense que voilà, ça c'est pas du tout le propos de Scruton, d'accord. On va vite balayer ça d'un revers de la main. Ça serait malentendu de croire que Scruton prêche cela ou s'intéresse à ça. Non, il s'intéresse à, premièrement, il considère que l'étreinte physique entre un homme et une femme est quelque chose de bon, de beau et de réjouissant et de plaisant, et que ça peut être c'est d'ailleurs selon le christianisme lui-même, puisque c'est un sacrement. Dans le rapport homme-femme, il y a un rapport à l'altérité qui ressemble d'une façon analogique au rapport entre l'humanité et la divinité. Donc si le mariage est un sacrement, c'est qu'il permet de se sanctifier, c'est-à-dire il permet dans la relation homme-femme de se rapprocher de la relation homme-dieu, en fait, d'accord. Donc c'est ça, pour faire une théologie très vite en 3 minutes. Donc ça, c'est du point de vue de Scruton aussi bien que du point de vue chrétien, c'est comme ça que ça se passe. Non, l'opprobre sur la sexualité telle qu'elle n'est pas chrétien, en fait. Ça, c'est des visions, ça, c'est des caricatures malveillantes contre le christianisme. Et ça ne explique pas. Enfin, bien sûr qu'il y a eu des dérives, il y a eu des bigots, des bigotes, des tas de gens qui ont considéré que voilà, la fornication est forcément une chose terrible à éviter, et que, je rappelle que théologiquement, de toute façon, enfin, c'est pas un péché capital, en fait, d'accord. La luxure peut l'être, mais pas l'adultère n'est pas un péché capital, d'accord. C'est pas, pour le dire comme ça, même en parlant de choses, voilà, enfin, de ce que prêche l'Église. Mais revenons à nos moutons, et c'est-à-dire revenons plus à la vision de Scruton. Ce qu'il veut défendre avant tout, enfin, en fait, il va prendre les choses à l'envers. Il va dire que de toute façon, et ça, c'est en quelque sorte ce que montre cette affaire de Raz, c'est que de toute façon, quoi qu'on fasse, des problèmes moraux surgiront des liens physiques qu'on instaure avec les personnes du sexe opposé. Donc il va prendre le problème à l'envers. Il va dire, en fait, il y aura toujours des problèmes moraux, et autant qu'on réfléchisse à ça, en fait. Et pourquoi il y aura toujours des problèmes moraux? Parce que si on veut éviter les problèmes moraux, on est dans la perversion pure, en fait. C'est-à-dire, si on veut éviter les problèmes moraux, ça veut dire que, à moins que tu sois dans la chasteté totale la plus complète, donc en fait, et que tu nies le désir sexuel, mais si tu en parles et que tu veux éviter les problèmes moraux, alors ça veut dire que tu n'as des rapports qu'à des objets, en fait. Ou alors avec des sextoys, ou avec des poupées, etc., des poupées plastiques, etc. Mais là, c'est la seule façon d'éviter les problèmes moraux, c'est de satisfaire son besoin d'étreinte physique par des moyens qui ne sont pas incarnés, ce n'est pas par une personne humaine, en fait. À partir du moment où on a affaire à une personne humaine, il y aura des problèmes moraux, et on ne peut pas juste décider, d'ailleurs, parce que d'avoir un rapport contractuel. Ok, tu utilises mes organes génitaux et moi je te laisse utiliser les miens, et voilà, c'est un contrat. Enfin, on serait dans la folie, littéralement, en fait, si on faisait ça. En fait, parce que ça serait un déni de notre propre humanité. Là où Scruton est beaucoup plus subtil, c'est de dire, non, si on accepte de ne vivre qu'avec une poupée en plastique, ou si on accepte de n'avoir des relations qu'avec des personnes qu'on traite comme des poupées en plastique, ou alors qu'avec des hommes qu'on traite, du point de vue des femmes, en fait. Si on est sous-humain, en fait, on est en train de renier notre humanité, parce que c'est-à-dire qu'on est en train de refuser justement d'avoir une personnalité, et aussi de s'adresser à une autre personnalité, en fait. Parce que ou cette histoire de visage, justement, c'est très symptomatique. On sait très bien que les prostituées ne veulent pas qu'on les embrasse, d'accord. On sait très bien que, là, il y a dans la chosification, justement, le visage disparaît, et ce qui disparaît, c'est aussi justement l'érotisation du visage, en fait. Il y aura pas d'intimité de personne à personne, parce que l'intimité de personne à personne, elle se manifeste par le baiser ardent, en fait. Il n'y a pas de baiser ardent avec même la plus exquise des courtisanes ou des escort girls, pour parler comme aujourd'hui. Tu peux avoir tout ce que tu veux, mais tu n'auras pas un baiser ardent c'est tout. C'est juste pas possible, puisque tu la payes pour. Donc le baiser ardent, il ne peut pas exister avec
avec quelqu'un qui s'est réduit au statut d'objet pour satisfaire ton désir, en fait. Uniquement bien sûr, pour être payé en retour, d'accord, parce que je ne considère pas que toutes les escortes sont des victimes. Elles sont extrêmement... Je pense qu'il y a toute une gamme de femmes qui utilisent très bien et qui monnaient leur charme d'une façon extrêmement consciente et perverse. Oui, alors pour revenir un peu, pour compléter un peu ce que tu dis, en fait, c'est un petit peu aussi une partie de ce que je combats, moi, alors je sais pas si tu te souviens, mais il y a déjà peut-être 3-4 ans, je sais pas, j'avais fait une critique du livre de Mona Chollet, qui était Réinventer l'amour, le titre, et qui, en fait, avait comme objectif de tout contractualiser, en réalité. En gros, Mona Chollet, elle voulait que tout soit simple, confortable, que tout soit... en gros, il fallait cliquer sur une application pour signer le truc, et puis terminer, on était en sécurité, etc. Et c'est une tentation, en fait, effectivement, c'est amusant parce qu'on voit la tentation à la fois comme la solution qui est proposée par ces gens-là, et aussi comme la critique qu'ils font de ces relations passionnelles qui dérapent. C'est-à-dire que, par exemple, une partie de la gauche a critiqué cette affaire d'Annie Caligula en la traitant comme un rapport d'oppression de patron sur une personne qui avait un milieu socio-économique plus défavorisé, comme si c'était juste un bête rapport de classe sociale ou quelque chose comme ça, et que c'était de là que naissait le problème. Ce qui est complètement délirant. Et, il était étudiant à l'époque, il y avait pas... C'était un truc... Oui, mais tu sais, les gens ont amalgamé ensemble, encore une fois, une partie des affaires entre guillemets plus récentes, d'insultes, de critiques, un petit peu ce qui se passe dans l'arrière-boutique de sa maison de production. Donc je pense qu'en fait, si tu veux, il y a une sorte de cumul, malheureusement pour lui, de certains de ses actes passés avec son statut actuel de directeur d'une maison de production audiovisuelle. Donc ça, c'est un petit peu une partie de la critique qui a été formulée, qui me paraît vraiment passer à côté de l'essentiel, à savoir une histoire de chantage au suicide. C'est ça qui est important, en fait. C'est pas la peine de savoir si ça vient d'un patron, d'un ouvrier. Ça changerait absolument rien. Cette affaire serait-elle le fait du dernier des hommes en termes de rémunération? Ça ne changerait absolument rien à son caractère sordide. Bon. Et la solution qui est proposée par ces gens-là, qui ont passé des années en fait à critiquer les dernières reliques de morale sexuelle qui était un petit peu l'avant mai 68, donc à savoir en fait l'hétérosexualité, la monogamie, tous les aspects en fait qui pouvaient éventuellement mettre des contraintes sur les relations. Ces gens-là proposent quoi comme solution à la place? Une codification contractuelle de toutes les interactions humaines sexuelles en fait. C'est ça leur proposition. Et ce qu'on découvre aux surprises, c'est qu'en fait ces interactions qui ont été contractualisées ne peuvent pas être saines, tout simplement. Ça ne peut pas être... On peut signer un contrat... Enfin, moi, quand je signe un contrat avec, par exemple, EDF, et qu'EDF décide unilatéralement d'augmenter de 25% ses tarifs d'une année sur l'autre parce que je ne sais pas quoi, j'ai signé un contrat avec eux, je vais prendre leur électricité, je vais payer le tarif qu'ils me demandent, mais ce n'est pas pour autant que j'ai une sorte de désir ardent d'acheter de l'électricité à EDF, en fait. Et c'est là où en fait toute cette logique du contrat est absurde. Et alors je veux pas faire déraper le podcast trop loin de ce qu'il est censé adresser, mais je pense qu'il y a aussi toute une connexion avec la pensée un petit peu matérialiste du marxisme en fait. C'est-à-dire que je me demande s'il n'y a pas certains éléments de ça qui sont des extrapolations très maladroites et peut-être très ignorantes de problématiques de matérialisme, d'opposition entre des classes, des choses comme ça. Et peut-être qu'une partie de ces types de gauche se sont dit que c'était là la bonne manière de codifier les relations amoureuses. Dans tous les cas, que ce soit ça ou autre chose, c'est un échec total. Et c'est pas parce que en fait c'est un échec que ça veut dire qu'il faut forcément revenir à ce qu'il y avait avant mai 68 pour les raisons qu'il y avait ce qu'il y avait avant mai 68. Mais en tout cas, ça nous oblige à proposer autre chose qu'une simple réflexion à base de codification contractuelle. Voilà, c'est ça l'enjeu quand même de cette discussion. Oui, en fait, la logique du contrat, ça ne peut pas être la logique du désir, sauf justement les contrats sadomasochistes, les contrats pervers. Enfin, la logique du contrat va être une logique perverse, d'accord. Les gens qui ont
qui vont dans des clubs BDSM ou qui vont dans des... Voilà, les gens qui pratiquent des sexualités dites sadomasochistes, il y a des contrats là, justement. Il y a des contrats avec ce qu'ils peuvent faire jusqu'à où ils peuvent faire. Enfin, c'est très contractualisé, justement. C'est le BDSM qui est très contractualisé, en fait. Et pourquoi il est très contractualisé? Parce que, en fait, on joue avec la souffrance, justement. On joue pas avec... on n'est pas dans une logique de, justement, de recherche du bien de l'autre, parce que c'est ça, on en revient à la vision scrutonienne, donc la vision qu'il défend, c'est la vision tout simplement banale de l'amour romantique, mais qu'il déploie un peu plus, qu'il essaye de détailler un peu plus dans son fonctionnement. L'amour romantique, l'amour, on va dire classique, l'amour sain, oui, on aime quelqu'un, et on l'aime lui en tant que personne, et quand on l'aime, son corps est en quelque sorte transfiguré par lui, c'est-à-dire il se passe quelque chose de magique, c'est quand on touche ce corps, on touche un esprit, parce que c'est ça en fait ce qui est magique dans l'amour. Pour résumer très simplement, oui, ce qui est absolument fantastique, c'est qu'on ne touche plus une main, une fesse, un sein, on touche cette personne-là elle-même dans son corps. C'est ça qui est incompréhensible. Mais c'est ça qui est incompréhensible et qui est dingue, mais qui est génial et qui est sublime et qui est magique. On peut utiliser les termes. Mais c'est philosophiquement incompréhensible, d'accord. L'union de l'âme et du corps est philosophiquement incompréhensible. L'union entre la liberté et la détermination, elle est impossible à comprendre, d'accord. Ça, c'est le problème philosophique, impossible à comprendre. Ou autrement dit, l'incarnation est impossible à comprendre. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est à la fois des personnes et on est aussi des animaux en même temps, et on n'est pas deux choses, on est une seule chose qui est une personne avec un corps animal en fait. Et ça veut pas dire qu'on peut pas c'est pas parce qu'on la comprend pas qu'on la vit pas, on la vit tout le temps parce que, quand je le dis sans cesse, la chose la plus magique c'est qu'on peut lever la main ou on peut ne pas la lever. On sait que c'est une évidence, il n'y a pas d'explication philosophique à ça, point, il n'y en a pas. On ne peut pas expliquer comment c'était évident, c'est évidente. Et beaucoup de gens essaient de te dire que c'est une illusion. Par exemple, même les Nietzschéens, en tout cas les Nietzschéens francophones actuels, essaient d'expliquer que tes idées sont tout simplement des sécrétions de ton cerveau. Enfin, il y a tout un matérialisme extrêmement stupide chez beaucoup de promoteurs de ce type de nietzschéisme-là, où tout est réduit au corps, et justement, la personnalité n'existe plus, la liberté n'existe plus, seulement en tant qu'effet illusoire d'un corps plus ou moins en bonne santé. Mais et là aussi, il y a une dégradation du visage, il y a une dégradation de la responsabilité, il y a une dégradation de la liberté. Mais voilà, en tout cas, Scruton défend, pour revenir à ça, cette magie que certains ont connue, que certains, en tout cas, ont vu dans des films, que certains ont, en tout cas, imaginé, si on ne l'a pas vécu. Cette magie que, oui, quand on aime quelqu'un et qu'il nous aime en retour, oui, en quelque sorte, on est en train deux âmes sont en train de s'unir en quelque sorte, en tout cas de se toucher. Elles essayent vainement de se rapprocher le plus possible en quelque sorte, parce qu'il y a quand même une certaine irréductible différence entre même des personnes qui s'aiment beaucoup, ou qui s'aiment tout court. Mais en tout cas, l'amour est une tentative d'essayer de se rapprocher le plus possible du foyer de l'autre, qui est, de sa personnalité. Donc, et c'est pour ça que le visage, c'est pour ça que les amoureux se regardent éperdument des heures et des heures. C'est le visage, parce qu'ils essayent de trouver en fait la source, essayer de trouver l'autre à travers son visage. Donc ça, c'est la vision. Vous allez me dire que c'est kitsch, c'est cucu, mais en fait si, cette vision-là, si elle domine tellement de récits, de romans, c'est parce que oui, elle correspond à une aspiration érotique fondamentale de l'être humain. C'est ça l'aspiration érotique fondamentale que défend Scruton, et elle peut faire des folies, elle peut aussi faire au contraire des héros, des gens qui essaient de s'élever pour ça. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai, c'est vivant, ça existe, ça travaille l'humanité depuis des siècles, ça ne s'arrêtera jamais, c'est ça. Les gens seront amoureux, les gens feront des folies, mais ils seront amoureux de quelqu'un. Et ça, c'est pas contractualisable. C'est pas contractualisable d'essayer d'arriver à se fondre dans l'autre. Comment tu veux contractualiser ça? C'est totalement stupide. Je veux dire, et c'est même une insulte par rapport à l'amour. Je veux dire, moi, à propos de cette histoire de contrat, moi j'ai toujours trouvé que, tu sais, il y avait cette vague histoire de Titu Lecoq il y a quelques années, cette féministe qui s'enorgueillissait du fait d'avoir laissé son gamin avoir le tympan crevé parce que elle voulait pas partager les tâches avec elle avait dit non, et bref. Mais en fait, je veux dire, ça c'est des choses folles. Je trouve que quand les gens s'aiment, ils ne comptent pas en quelque sorte en partie. Il y a cette partie, en fait, si les gens vivent, et ça se voit que les gens n'aiment pas, ou alors quand ils vivent dans des couples qu'ils n'aiment pas. Quand t'es dans
dans un couple, tu comptes pas, tu comptabilises pas, parce que l'autre, oui, chacun, en théorie, chacun se sacrifie pour l'autre. Le bonheur de l'autre intéresse chacun, en fait. Bon, que certains mentent et abusent de ça et ne tiennent pas parole et trahissent, c'est vrai aussi. Mais n'empêche que c'est quand même un peu ça le modèle fonctionnel. Et ça n'a rien à voir avec un contrat, en fait. C'est pas un contrat. Tu essayes de faire le bonheur de l'autre. T'es pas en train de dire, moi j'ai sorti le linge aujourd'hui et j'ai fait à bouffer. À toi. Enfin, non, c'est pas. C'est que si on est une unité de vie qui avance, chacun fait de son mieux pour qu'on. Et le tout est plus grand que les parties, en fait. Le contractualisme fait que, justement, il n'y a pas d'unité organique. C'est un truc mécanique. La famille ne devient pas une unité, en fait. Le contractualisme, c'est un truc qui se relie. Bon, il n'existe que des individus qui vont passer des contrats avec d'autres individus, mais ils ne créent pas, en fait, ensemble des unités supplémentaires. Et d'ailleurs, cette histoire de contractualisme, ça me rappelle une histoire, parce que c'est quand même dingue que ce soit... Bon, Dany et Raz soutiennent LFI, c'est-à-dire, comme disait Finkielkraut, c'est pas la France insoumise, c'est la France soumise à l'islam. C'est-à-dire, et ça me rappelle une histoire vraie, c'est-à-dire que les contrats de mariage en Arabie Saoudite, les contrats de mariage en pays musulmans très profonds, précisent justement toutes les saillies, par exemple, précisent toutes les fois que le mari peut utiliser le corps de sa femme, et s'il veut plus, il doit payer. Donc c'est vraiment contractualisé, si tu veux. Là, il y a quand même une convergence des luttes. Et je suis sûr que Dany et Raz ne sont pas au courant que ce contractualisme a déjà cours dans un pays quand même qui a bien sûr un très grand record d'humanisme et de respect des droits des femmes. Donc voilà, c'est ironique, mais ce contractualisme-là existe déjà. Oui, non, c'est intéressant. Après, donc il y a une partie qui effectivement peut paraître un peu cucu. C'est pas au passage. Je veux dire, ce qu'on a dit, c'est quelque chose. Alors, je sais pas si tu avais cette tirade en tête, mais moi, ça me rappelle un petit peu ce que tu décrivais là sur les deux visages qui se rencontrent et qui essayent de faire une unité spirituelle. Ça me rappelait une petite tirade de Rostand dans Cyrano de Bergerac, où il décrit le baiser et il finit par en dire que c'est un secret qui prend la bouche pour oreille, un instant d'infini qui fait un bruit d'abeille, une communion ayant un goût de fleurs, une façon d'un peu se respirer le cœur et d'un peu se goûter au bord des lèvres l'âme. Et je trouve que c'est tout à fait raccord avec ce qu'en dit Scruton, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous lire ce petit passage de Cyrano de Bergerac, une excellente pièce que vous avez certainement déjà lue, mais en tout cas n'hésitez pas à vous y replonger si jamais. Oui, j'aimerais rajouter à propos de ça un autre corollaire, c'est effectivement, tu le dis bien, goûter sur le bord des lèvres l'âme. Effectivement, ça c'est tout à fait dans un passage que je viens de traduire, Scruton dit quasiment ça, et que c'est ça le rêve de l'amoureux, c'est de goûter l'âme de l'autre sur les lèvres, mais surtout aussi d'appeler cette âme sur les lèvres. En fait, c'est-à-dire que c'est ça le fait de susciter le désir authentique chez une femme, ce que apparemment Dany Caligula n'a pas fait, c'est appeler son âme sur les lèvres, en fait, d'accord, c'est-à-dire que c'est ça, c'est-à-dire susciter le désir, qu'elle veuille nous embrasser, qu'elle veuille répondre à nos... oui, c'est-à-dire que elle est présente dans son corps, elle est active, elle aime qu'on l'aime, elle aime qu'on la prenne et qu'elle nous prenne, donc c'est... Et quand il y a une dépersonnalisation, et c'est ce que raconte Marion, qu'apparemment, voilà, elle a vécu ce qui s'est passé. Ça ressemble à une dissociation de son corps et de son esprit. Oui, c'est ça. Elle s'est dissociée. Elle était surtout pas présente dans son corps, qu'elle a abandonné donc en pâture pour faire plaisir donc au preneur d'otages qui menaçait de buter l'autre. Donc oui, et donc. Elle s'est dépersonnalisée, et le fait que ce garçon ait joui de ça, c'est glauque. Je veux dire, ça aussi. Que le fait que ce garçon, en fait, c'est là où on se rapproche, où on dit que l'extrême perversion chez Scruton, c'est la nécrophilie, d'accord. Donc, en fait, moins il y a d'âme dans le corps, et plus on est éloigné plus la boussole là, elle montre carrément le sud, tu vois. Je veux dire, le fait, donc d'accord, dans la perversion ultime, le nécrophile est excité par un cadavre. C'est-à-dire là vraiment il y a plus d'âme, quoi. Donc ça va être la perversion ultime. Donc perversion ultime qui a des degrés moindres, bien sûr. Enfin je veux pas je veux dire, tu as le côté fétiche de certaines parties du corps, tu as le fait que la personne soit attachée et que donc elle ne puisse pas avoir de capacité à mettre son libre arbitre dans l'équation, etc. En fait, c'est globalement, plus on s'éloigne de ce que des gens comme Dany et Raz et peut-être une partie des gens qui les suivent qualifieraient d'un rapport
rapport bêtement hétérosexuel normal, et plus on se rapproche en fait de la perversion. Oui, plus on s'éloigne tout simplement d'un rapport où il y a un désir mutuel, en fait, d'accord ? C'est ça. Plus on s'éloigne d'un rapport où il y a un désir mutuel, et oui, où l'autre est vraiment est intéressé par nous autant que nous, c'est difficile de quantifier, en tout cas intéressé par nous autant que nous par lui, plus on s'éloigne de ce truc effectivement extrêmement banal, plus il y a des choses bizarres en fait. Et normalement, quand tu es normalement constitué, là encore, si tu es normalement constitué, normalement tu t'en rends compte en fait. Tu te dis tiens mais c'est bizarre, t'as l'air absent, t'as pas l'air là, qu'est-ce qui se passe, tu penses à autre chose. Et justement, c'est ça. Normalement tu percutes quand même qu'il y a un truc qui est pas normal. Non, et surtout normalement ça te fait un petit peu baisser ton envie propre en fait, parce que justement là ce que veut dire Scruton, c'est que nous normalement on veut tous une personne, on ne veut pas un corps, c'est ça le truc. Normalement on veut une personne, et si dans l'acte justement là on voit que la personne n'est pas là, ça fait un effet, on pourrait dire débandant. Normalement si la personne elle n'est pas là, ça a un effet détumescent normalement, donc tu n'as plus envie toi-même s'il n'y a pas cette envie réciproque. Donc c'est là où je reviens sur cette histoire sordide, si le Caligula ça l'a pas spécialement dérangé qu'il ait affaire à une étoile de mer dépersonnalisée, et que c'est triste et c'est un peu grave quand même, je dirais, psychologiquement. Non, lui il était ok, enfin j'ai eu ce que j'ai voulu, une poupée en plastique aurait fait l'affaire quoi. En fait, mais d'accord, mais ça va pas mon cher, ça va pas, tu te rapproches de la limite, donc c'est pas bon. Normalement, si la fille elle montrait qu'elle avait pas envie, ça aurait dû te faire un effet rebutant aussi. Voilà. Donc ça c'est pour expliquer. C'est là aussi où il y a un peu un échec de la vision contractualiste. Et alors je vais essayer d'expliquer ça simplement et sans me perdre moi-même dans l'idée. Mais les contrats, globalement, il y a deux types de contrats. Il y a des contrats où les deux profitent de quelque chose et donc c'est un échange mutuellement bénéfique. Et il y a des contrats où l'un des deux tord un peu le bras à l'autre et en profite. Je crois que tu appelais ça des contrats léonins dans la préface de Belloc. Je ne sais pas si c'est l'appellation la plus courante, mais enfin voilà. Donc il y a ce type de contrat qui existe. Là, en l'occurrence, ce qui me frappe aussi, c'est que même dans une vision contractualiste, en fait, là en l'occurrence, c'est un contrat qui est ratifié sous la force. En fait, c'est qu'il y a un chantage. Oui. Donc en fait, ce n'est même pas un vrai bon contrat. En fait, ce n'est pas un contrat où les deux en profitent. Bon. Oui. Non, mais c'est pour ça que d'ailleurs, je la plains, cette pauvre Marion, et elle a raison de s'insurger même 10 ans après, de se dire mais en fait, ce qu'il m'a fait, ce mec, il m'a violé. Même s'il m'a, il n'y a pas eu, enfin, comme il s'en défend, il dit ah non mais je l'ai pas frappé. Ah oui, mais non, mais c'est pas ça le truc. T'as fait pire, en quelque sorte, parce que là t'as utilisé justement le sentiment que cette personne avait pour toi, pour lui tordre le bras, pour la faire quelque chose qu'elle voulait pas en fait. Ça c'est pire c'est presque pire on va pas faire de hiérarchie dans l'horreur, mais en tout cas voilà, c'est aussi en tout cas c'est plus retors de faire ça que de frapper parfois. C'est différent, mais c'est équivalent de frapper en fait. C'est plus retors, ça prend par les sentiments, et au lieu de susciter justement des sentiments positifs, il y a un petit sentiment positif et il est utilisé juste comme une faille pour faire quelque chose, pour profiter littéralement. Il y a une faille, la personne tient à moi, comment je vais utiliser ça en fait, c'est une faille. Donc c'est pas tiens, est-ce que je vais être galant, je vais être charmant, je vais être intéressant, on va passer une bonne soirée, on va discuter, je vais éveiller son intérêt pour moi, et puis de fil en aiguille on discutera, et puis c'est là et ça ira peut-être plus loin ou pas, mais voilà, un truc normal quoi, un truc normal qu'un gars normal, un mascu normal fait quand il veut susciter le désir d'une fille qui lui plaît en fait, c'est tout. C'est pas sorcier en fait, hein. C'est vraiment pas, c'est normalement pas très sorcier. Tu essayes d'éveiller l'intérêt de l'autre parce que tu es un peu plus intéressant, mais tu tords pas le bras
en utilisant une faille que tu as perçue. Et ça, c'est un truc vraiment de faible. C'est-à-dire que vraiment, ça, c'est un truc de faible. C'est-à-dire que c'est... Ouais, et je comprends la pauvre Marion qu'elle ait senti ça, même à distance. Mais en fait, ce mec, ce qu'il m'a fait, en fait, c'était pas du tout cachère, quoi. C'était vraiment... Et oui, on peut être un peu... D'ailleurs, là, on peut être un peu dans la sidération, parce qu'en fait, quand on est devant ça, comme je dis, ça crée une sorte de paralysie mentale. Parce que on sait, il y a bon, vous pouvez lire, si ça vous intéresse, sur les injonctions contradictoires. Les injonctions contradictoires, généralement, c'est une des causes possibles des schizophrénies causées par les parents. Les parents malades font des injonctions contradictoires à leurs enfants, et les enfants savent pas très bien ce qu'il faut faire, et ça les dissocie, parce que il y a des trucs, il y a d'une part de la haine, et d'autre part de la pitié. Il y a des trucs, on n'arrive pas à recoller les mots, et ça crée littéralement des micro-scissions, en tout cas au niveau psychologique. Moi, il y a une partie quand même de tout ce démêlé qui me paraît aussi intéressant, c'est peut-être d'évoquer l'espèce de contradiction qui a l'air d'être de plus en plus évidente entre à la fois des propos qui sont favorables à certains progrès sociaux, comme on les appelle, et en pratique derrière, on arrive presque toujours sur des figures qui ont l'air d'avoir des perversions assez particulières. Je veux dire, je dis ça parce que c'est pas exactement le premier cas à gauche de personnages qui à la fois professent... Gérard Miller. Oui, Gérard Miller, c'est un très bon exemple, mais même plus modestement, moi j'avais déjà couvert une autre affaire d'un autre personnage qui avait eu recours au même mouvement de poignet qu'on a évoqué un peu plus tôt pour se soulager à l'arrière d'un camping-car dans des circonstances tout à fait glauques. Bref, j'ai l'impression que c'est un petit peu un pattern commun, et est-ce qu'il faut arriver à un stade un peu de presque paranoïa en se disant que tous les gens qui parlent de ce sujet-là, dans les termes qu'ils emploient, essayent de dissimuler une perversion? Est-ce que c'est une manière de se cacher derrière quelque chose, ou est-ce que il faut raison garder, se dire qu'en fait il y a des pervers partout, et que cette série de coïncidences ne doit pas donner lieu à une généralisation abusive? Bon, je dirais qu'avant tout, il faut avoir un bon critère de ce que c'est que quelqu'un de correct, en fait, c'est tout. Je pense que pour éviter pouvoir juger de chaque cas par cas, et c'est à ça que sert Scruton, c'est à ça que sert ce livre, et c'est pour ça qu'il est important qu'il paraisse et qu'il soit lu. Il faut avoir une bonne boussole qui indique le nord, c'est-à-dire avoir une bonne boussole de qu'est-ce que c'est, alors surtout pour les jeunes femmes d'ailleurs, mais pour les jeunes hommes aussi d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui n'est pas pervers. Alors on parle beaucoup des PN, des pervers narcissiques. Bon, en tout cas, il y a sûrement du vrai quand on dénonce les fameux pervers narcissiques, il y a toujours une part de vérité là-dedans. Quand on avance dans la vie et qu'on a de l'expérience et qu'on essaie de méditer sur tous ces sujets-là et qu'on essaie d'éviter différents écueils, il est important de le faire avec une boussole qui indique clairement quel est le bien, en fait. Et le bien, il est quand même banal, c'est-à-dire le bien, c'était connu, en fait, c'est-à-dire des jeunes femmes, justement. Les jeunes femmes elles évitaient les pervers avant. C'est qu'elles savaient qu'il fallait que le gars, il montre des sentiments pour elles. Il y a quand même, restons classiques, ce cliché des filles qui ne cédaient pas à moins qu'on les aime, c'était pas simplement un truc que les filles, elles sont soi-disant plus éthérées ou plus ça. C'est juste que c'est une façon de tenir au fait qu'elles ne soient pas traitées comme des purs objets, en fait. Ça veut pas dire qu'elles aiment pas le faire l'amour, ou qu'elles aiment... Non, ça veut tout simplement vouloir dire que lorsqu'elles se donnaient à quelqu'un, que cela soit fait à quelqu'un qui les désirait elles, et pas simplement l'assemblage entre leurs fesses, leur cul, leurs jambes et leur sein, etc. C'est-à-dire, pour reprendre notre point de vue philosophique, qu'elles étaient non seulement un moyen, mais un but, comme dirait Kant. C'est-à-dire qu'elles étaient vraiment traitées comme des êtres humains. Les filles, on leur enseignait ça, c'est-à-dire fais attention, te laisse pas avoir par n'importe quel beau parleur, parce que c'est-à-dire revenons à cet aspect. Il faut qu'il y ait des sentiments. Ça veut pas forcément dire des sentiments éternels, ça veut pas forcément dire des demandes en mariage, ça veut pas forcément dire que s'il n'y a pas de demande en mariage, ou que tout est absolument sale et inacceptable et dégueulasse. Mais je pense qu'il y a parfaitement y avoir des relations très correctes avec
avec des gens qu'on n'épouse pas. Mais je pense qu'il y avait ce critère-là. Et ce critère-là, à mon avis... Qui existe au passage, parce que tu l'as mis pour les femmes, mais je crois qu'il existe aussi pour les hommes, en fait. C'est-à-dire que si je prends un petit peu la vision contractualiste ultime que proposent certains, qui consiste à dire, en gros, que les types doivent payer les factures et en échange, les femmes payent de leur corps, en fait, le type qui se sentait utilisé comme un porte-monnaie n'était pas très content non plus, en fait. Et justement, il se disait, mais attends, mais est-ce que je suis juste là pour lui payer le resto, ou est-ce qu'en fait, elle s'intéresse quand même à moi? Voilà. Et normalement, cette question-là est une question qui je fais le pendant masculin de ce que tu as dit pour les femmes, mais je veux dire, c'est normalement des deux côtés, les gens se disent, mais est-ce que c'est bien moi qui l'intéresse, ou est-ce que c'est en fait une image qu'elle se fait de moi, ou une utilité qu'elle imagine avoir de moi? Oui, exactement. Oui, il y a malheureusement des influenceurs, pour ne pas les nommer, les frères Tate par exemple, qui promeuvent explicitement une vision perverse des relations hommes-femmes, où c'est explicitement justement uniquement un contrat entre grosso modo un Mac et une péripatéticienne en fait. Et tu as affaire à une relation entre deux personnes perverses littéralement, où l'une donne à l'autre de l'argent et l'autre donne à l'autre la jouissance de son corps qu'elle traite comme une marchandise en fait. Donc Andrew Tate fait tout son business basé sur la promotion de la perversion spécifiquement définie comme cet échange de bons procédés en fait, d'accord. Donc donc je comprends que le masculinisme soulève en tout cas quelques questions si le masculinisme rappelle aux gens des personnages comme Andrew Tate, voilà. Mais parce que chaque fois qu'on veut réduire le rapport entre deux personnes, c'est-à-dire tout simplement le rapport et les problèmes créés par la liberté des personnes, parce que c'est ça le problème. On veut résoudre le problème de la liberté. En fait. Chaque fois, la perversion est une façon d'essayer de résoudre le problème de la liberté, d'accord. Parce que quand si tu aimes librement et si l'amour a une valeur, c'est parce que tu es libre. Donc, en fait, ça crée des tas de problèmes parce que ça crée le problème de la trahison. La liberté crée le problème de la possibilité de la trahison. Et donc, les gens veulent éviter ce problème. Ils se disent et une des façons d'éviter le problème de la trahison, c'est de se dire qu'il n'y a pas de liberté et qu'on va faire des contrats et qu'il n'y aura pas de trahison. Si tu as fait un contrat, il n'y a pas de trahison parce qu'en fait, oui, il y a ça, et puis un jour, tu peux arrêter le contrat éventuellement, mais c'est pas une trahison d'arrêter le contrat. Tu peux juste t'arrêter le contrat, d'accord. C'est pas la même chose que tu aimes quelqu'un, il te dit qu'il t'aime et 2 semaines après, tu découvres qu'il couche avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est une trahison. Il n'a pas rompu un contrat. Mais quelqu'un qui peut dénoncer un contrat, donc on veut éviter la douleur. Et je peux comprendre la douleur de l'amour trahi est tellement forte qu'on peut essayer de l'éviter par la contractualisation. Oui, l'amour trahi peut causer tellement de problèmes que... c'est le problème de la liberté. La liberté cause de tellement de problèmes. Et je pense que dans l'histoire de l'humanité, il y a tellement beaucoup de tentations pour essayer de s'en débarrasser. Parce que le communisme, d'ailleurs, pour revenir aux thématiques du LFI, etc., est aussi une tentative de résoudre le problème de la liberté en s'en débarrassant. Donc, ce qui est pas très courageux, justement. Mais en tout cas, voilà, je veux dire, la boussole pour toutes les personnes, pour éviter ces écueils. Et cette boussole, elle est dans Scruton. Il décrit justement à la fois la voie lumineuse et il décrit aussi justement les déviances. C'est ça qui est le désir sexuel, une enquête philosophique. C'est ça le propos en fait. C'est de montrer ça c'est la voie lumineuse. C'est comme ça que les êtres humains aiment. C'est ça ce qu'ils souhaitent. C'est comme ça que ça se passe parce qu'ils veulent une communion avec un autre être humain. Et les êtres humains ne sont pas des choses. Ils ne sont pas des animaux. Et on ne peut pas réduire ça à l'instinct. Et toute réduction à l'instinct va être obscène et va rater le problème. Mais il t'explique très calmement pourquoi c'est une tentation. Parce qu'on veut résoudre les problèmes créés par la liberté. Et en fait, comme on avait vu avec Sowell, parfois, très souvent, le problème, c'est que les remèdes sont pires que le mal, en fait. C'est ça le truc. Les remèdes, au lieu de se dire non, mais on reste dans le problème, on garde le problème et on vit avec. Non. Et on essaye de le résoudre et ça donne des trucs horribles. C'est ça. En fait, on essaye de se dire, non, en fait, on va essayer d'éviter d'être trahi. On aura des contrats pervers. Donc, attends, il y a un truc, pardon, pas ce qu'il me fait là. Yahoo me fait un truc. Attends, je crois qu'il y avait un truc qui m'est apparu sur l'écran, je comprenais pas d'où ça venait. Voilà. Et donc, tu es là ? Oui. Oui. Donc voilà la boussole, elle est dans Scruton. Et et pour ce pauvre... il y a quand même une chose qui m'étonne. Tu vois, je sais pas, toi, ça t'a pas étonné, moi, le surnom de ce Danny, en fait, quand même. Je veux dire, il y a quand même... Là, on parle de perversion depuis 1 heure. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment étonnant avec cette histoire. Tu veux dire que se surnommer Caligula, c'est pas exactement un super point de départ pour avoir un personnage sain ?
Oui, alors là, vraiment, moi, quand j'ai appris l'existence donc de cet énergumène, en fait, moi, la première chose qui m'a choqué, c'est qu'il ait choisi, parce que bien sûr, c'est pas son vrai nom, qu'il ait choisi comme nom d'artiste Caligula. Alors, je peux comprendre que le niveau scolaire se soit effondré et que les gens ne se souviennent peut-être pas de ce qui était Caligula, mais moi, je pense que ça vaut le coup de faire une piqûre de rappel, non, Moss? Vas-y, hein, je t'en prie. C'est un des pires empereurs romains de très très loin, avec Néron. Enfin, je veux dire, ils sont Héliogabal, Néron et lui, quoi. Il y a quand même un trio de tête. Je dirais. Mais bon, je comprends que le niveau de l'éducation se soit effondré, mais. Je crois pas que ce soit un problème de niveau d'éducation, là. À mon avis, c'est volontaire, en fait. Ce qui m'inquiète d'autant plus. Parce que c'est un aspect qu'on n'a peut-être pas beaucoup évoqué, mais en fait, c'est très amusant à quel point les gens qui revendiquent des pseudos ou des éléments qui sont volontairement négatifs ou je sais pas quoi, en fait, annoncent la couleur de leur perversion ou de leur turpitude ou de leurs défauts moraux, sans même se cacher, en fait. Je veux dire, le type qui décide de s'appeler démon / Lucifer, je sais pas quoi, il a probablement un peu un pet au casque, en fait. J'essaie de le dire gentiment, mais et le type qui décide de se revendiquer de Caligula est probablement pas tout à fait sain d'esprit. Non, parce qu'il faut rappeler quand même à la jeunesse qui nous écoute, qui ne sait pas, qui n'a pas ouvert Suétone, Caligula, c'est un mélange de Jeffrey Dahmer, de Staline et de Jack l'Éventreur, quoi. C'est ça, en fait, Caligula. Enfin, c'était le mec tout puissant qui faisait des crimes atroces, qui a fait à peu près n'importe quoi pendant 4 ans, jusqu'à ce que sa garde prétorienne n'a eu marre et l'a assassiné, en fait. Mais c'était un dingue, avec un dingue au pouvoir, d'accord. Donc c'est parce que c'est éloigné, c'est comme ça. C'était au 2e siècle, même pas, c'était au 1er siècle. C'était vraiment il y a très longtemps que on a l'impression que ça fait stylé, mais ça fait pas stylé. C'est comme si le gars il s'était appelé Danny Jack l'Éventreur, en fait. Si c'était appelé Danny Jack l'Éventreur, là peut-être que vous serez dit, mais c'est bizarre quand même. Pourquoi ce mec il a choisi tu choisis pas un nom, enfin Danny Pol Pot, quoi. Danny, non, ça passe pas, quoi. Mais Danny Caligula, c'est ça. Hein. Moi ça m'a choqué quand je l'ai entendu la première fois. Je me dis, comment tu peux? C'est et ça, oui. Moi je pense que ça fait partie effectivement de la perversion, c'est-à-dire une certaine façon de se cacher en pleine lumière, en fait. C'est-à-dire que oui, tu as ça du côté féminin, tu vois. Je suis attachante. T'as tous ces trucs là. Oui, ça c'est vrai que c'est une revendication rigolote, ouais. T'as tous ces trucs là, en fait, tu sais, non mais je suis neuroatypique, en fait, mais enfin tous ces genre de revendications où on t'annonce la couleur dès le début pour justement ça a l'air d'être fait sous le signe de la blague, mais en fait ça peut être juste une manœuvre perverse parce que c'est une façon perverse d'être en pleine lumière et de berner les gens. Faut comprendre que les processus pervers, il y a de ça, en fait, c'est ce sentiment, je suis là, il pourrait le savoir, et en fait il ne pige pas à quel point je suis vraiment méchant, en fait. C'est ça, il y a une vraie jouissance d'être incognito parmi des gens qu'on berne, en fait, d'accord. Ça peut être stupide, c'est enfantin, d'accord. Il y a une part enfantine, en fait, mais elle est là dans les processus pervers, en fait. Et voilà, donc je pense que là il y a quelque chose de. Voilà. En tout cas, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir le film Caligula. Il y a eu un film, d'ailleurs, le film lui-même est une expérience assez étrange parce qu'il a une histoire assez mouvementée. C'est un film de 79 dont l'acteur principal qui joue Caligula, c'est le même qui a joué Alex de Orange Mécanique, en fait. Donc c'est Malcolm McDowell et le film a une histoire elle-même terrible parce qu'il y avait deux équipes. Il y avait les acteurs normaux et puis il y avait toute une équipe qui était faite de prostituées, en fait, parce que t'as plein de scènes d'orgie, en fait. Bon, c'est un film mythique parce que c'est un film qui a été fait, on va dire, avec un casting porno et un casting, on va dire, normal, qui ne savaient pas qu'ils existaient, en fait. Ils ne connaissaient pas l'existence de l'un de l'autre, et donc ça s'est appris au montage, en fait. Donc, voilà, voilà, si vous voulez voir qui était en tout cas une fiction à partir de la vie de Caligula telle qu'elle a été décrite par les historiens, voilà, vous pouvez aller voir ce film et ensuite juger de ce que ça fait qu'un jeune homme de notre jour accepte décide volontairement. Désire même se faire appeler comme ça. Ouais. C'est ça qui est quand même le plus. Oui. Écoute, mon cher Radu, je crois qu'on va clore ce podcast sur cette note cinématographique.
philosophique. Je pense qu'on a abordé plein de thèmes enrichissants. Pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici, je pense que vous avez constaté à quel point on s'était éloigné, en fait, on avait pris ce fait divers comme un prétexte plus que comme une véritable volonté d'aller dans les fanges d'Internet, parce que, en fait, nous ne désirons pas forcément les explorer. Parfois, ça peut nous intéresser de les prendre comme des bons cas d'école, et celui-là en est un, mais ce n'est pas notre volonté de faire du React. Et par contre, notre volonté, c'est de vous proposer des textes de qualité. Et donc, je vous dis un mot peut-être de la campagne Tipeee qui est en cours. Donc, nous, si vous n'avez pas suivi, nous traduisons et nous allons mettre enfin à disposition du public francophone 2 textes de Roger Scruton qui n'ont jamais été traduits. Roger Scruton, on avait déjà fait un épisode de podcast sur sa vie. C'est un philosophe conservateur de premier plan, peut-être le philosophe conservateur le plus important des 50 dernières années dans le monde. Et sur la 50aine de livres qu'il a écrits, il n'y en a à ce jour que 3 de disponibles. Donc nous allons en rajouter 2 de disponibles en français. En français, excuse-moi, j'ai oublié de spécifier. Ça me semblait évident. Et donc ces 2 livres, c'est d'un côté une série de conférences sur le visage de Dieu, donc le rapport du personnalisme avec la dimension religieuse notamment, mais pas que. C'est toute une exploration de la signification du rapport entre personnes et du rapport du visage à cette comme lieu de rencontre entre les personnes. Je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube, j'avais fait une petite vidéo qui s'appelle Pourquoi les sociologues le détestent, comment Scruton a remis le visage au cœur de la philosophie. Vous aurez une vision un petit peu plus claire de ce qu'il essaie de proposer. Et l'autre texte, c'est celui sur lequel nous avons le plus parlé aujourd'hui, c'est celui donc sur le désir sexuel, qui essaie de proposer une boussole morale en matière de sexualité. C'est une œuvre très riche, très épaisse et dense, et donc on espère que ça vous aura donné envie d'aller la lire. Dernière remarque rapidement, et je te repasse la parole, Radou, parce que je crois que tu avais une petite précision à apporter. Donc vous avez une campagne Tipeee, vous pouvez précommander le texte en version numérique, en version papier, en version deluxe, parce qu'on va faire un tirage limité pour les plus fortunés et les plus motivés d'entre vous. On va essayer de faire une version grand format avec une couverture cartonnée rigide, enfin des choses un peu plus sympathiques. Et donc actuellement nous en sommes à peu près 85% de la campagne, de l'objectif qui est formulé. Donc on a besoin de vous, allez-y, si vous êtes intéressé par cette œuvre, si vous avez envie de participer, n'hésitez pas, on a besoin de vous pour arriver aux 100% qui nous permettent d'assurer la pérennité de ce projet. Voilà, Radou, je crois que tu avais encore un mot à dire. Oui, non, je voulais surtout souligner le trait d'union entre les 2 livres, d'accord, on les a pas fait ensemble pour rien. Le visage de Dieu parle avant tout de la personne humaine et la personne divine. Ensuite, en fait, ça parle surtout justement principalement de comment on reconnaît cette personne dans autrui, et surtout ce qui nous distingue, nous humains, des animaux en particulier. Donc c'est un texte contre le réductionnisme, qu'il vienne de la psychologie évolutionniste, qu'il vienne des sciences dures, ou qu'il vienne du côté de Nietzschéen par exemple. En tout cas, c'est une défense de ce mystère, comme dirait Chesterton, à savoir que oui, nous sommes libres et nous sommes des personnes libres, même si on ne comprend pas comment cela se fait. Scruton donne en tout cas des moyens de reconnaître que cela se fait. Puis cette vision personnaliste, elle est la base même donc de ce texte, le désir sexuel, puisque le même axiome se retrouve à la base du désir, à savoir que nous sommes donc des personnes qui cherchons à rencontrer d'autres personnes, à toucher d'autres personnes. C'est ça. Et c'est là le noyau central de l'amour, en fait, de l'amour sexuel. Et donc, oui, merci. La campagne, effectivement, elle avance correctement. L'objectif de 1000 est bien sûr un minimum, encore une fois, on a mis pour que ces textes-là paraissent. Donc une fois qu'on l'aura atteint, on pourra un peu être soulagé qu'on a le budget minimum pour faire ces livres. Bien sûr, plus on le dépassera et mieux ça sera pour nous, pour les futurs projets, etc. C'est vrai que là, on est comme même sur des livres très difficiles. Je peine, j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec le désir sexuel. C'est très touffu, c'est très riche. Donc plus on ira au-delà des 1000, mieux ça sera pour vous, pour nous, pour la maison d'édition et pour les futurs projets. Vous savez que nous avons fait des livres de qualité jusqu'à présent, on continue comme ça, mais bien sûr, sans les moyens, c'est compliqué. Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont soutenus jusqu'à présent, et vos commentaires nous font toujours très plaisir. Donc
ne lésinez pas sur les petits mots gentils parce que ça nous fait vraiment avancer. Eh ben merci Radu et merci à tous les gens qui nous ont écoutés jusqu'ici et à très bientôt peut-être pour un autre podcast en espérant une actualité plus joyeuse. Merci à toi Amos, à bientôt, merci à tous.